et nous recevons en direct du CIAM M. Hamou Ouheli, secrétaire d'État en charge du développement rural, des eaux et forêts. Monsieur Ouheli, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, 14e CIAM, et le succès est toujours au rendez-vous. Un mot d'abord sur cette édition. D'abord, le succès est au rendez-vous parce que, contrairement à ce qui a été véhiculé auparavant, le Maroc est un vrai pays agricole. Et par conséquent, vous le voyez, il y a un engouement extraordinaire. Et nous sommes à la 14e édition. Et pourtant, les gens viennent toujours chercher l'innovation, viennent chercher les contacts, viennent chercher les partenariats, viennent s'informer, viennent se rencontrer. Donc c'est vraiment une fête agricole nationale qui est bien sûr sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, ce qui lui donne un éclat encore plus brillant et qui servira bien sûr à l'économie du pays. Comme vous le savez, c'est le poids de l'agriculture dans l'économie nationale est prépondérant et par conséquent l'agriculture, le Maroc a eu raison justement de l'appuyer, de la transformer, de la développer parce que ça a des répercussions sur la vie de tous les citoyens, soit directement, soit indirectement. Ouais. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, laissez-moi vous citer un avis du CESE sur le monde rural qui date de 2017. Alors, je cite, « Des politiques publiques avec des réalisations physiques importantes, mais des impacts limités sur le capital humain. » Quelle est justement votre stratégie pour pallier à cette inadéquation? D'abord, je voudrais signaler que je suis d'accord sur cette analyse. Et effectivement, nous avons pris du retard à nous occuper du monde rural et de l'agriculture. Vous savez, après l'indépendance, il y a des gens qui disaient qu'il va y avoir l'exode rural et par conséquent, c'est comme ça a été dans les pays européens au cours de la révolution industrielle. Les gens se sont déplacés là où il y a une forte demande de main-d'œuvre. Mais après, bien sûr, on s'est aperçu que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions historiques, économiques, sociales, etc. Et par conséquent, on voulait développer l'agriculture. Et malheureusement, survenu à ce moment-là le plan d'ajustement structurel qui demandait à ce qu'il y ait des équilibres macroéconomiques. Et donc, tout ce qui est aide, subvention et support, surtout de l'agriculture du monde rural, a été laissé de côté. Donc, jusqu'aux années 90, on ne s'est pas occupé du monde rural. À partir des années 90, il y a eu beaucoup de plans. C'est vrai qu'il y avait quelques interventions comme le plan céréalier, le plan laitier auparavant, mais c'était très limité. Une réforme agraire aussi peu significative et qui n'a pas réussi. Mais à partir de 90, il y a eu quand même, on s'est aperçu que l'espace rural manque d'abord d'infrastructures. Et il est isolé. Donc on ne peut absolument pas développer une activité économique comme ça sans des prérequis structuraux. Et il y a eu donc l'électrification, le PERG, l'eau potable, le PAGER. Et il y a eu des plans routiers, un premier plan, un deuxième plan. Donc il y a eu beaucoup d'investissements. Et récemment, depuis les années 2000, vous avez eu l'initiative nationale de développement humain qui a concerné les quartiers marginaux des villes, défavorisés, mais également le monde rural. On a profité beaucoup. Et puis, survenu en 2008 le plan Maroc vert, qui lui vraiment a transformé radicalement l'agriculture dans le monde rural. Et bien, je ne parle pas d'halieutiques qui s'occupe aussi des ressources halieutiques, mais qui est aussi très important pour notre pays. Donc, et puis, bien sûr, il y a eu aussi beaucoup d'interventions en santé, ou à Tissir, par exemple, dans l'éducation, qui a permis d'éduquer la jeune fille. Et puis aussi, il y a les lois qui obligent à une scolarisation obligatoire. Tout ça a fait que vraiment tous ces paramètres qui étaient très, très, très faibles se sont améliorés. On arrive à 98% de scolarisation. On arrive bien sûr à l'électrification autour de 98%, également
l'eau potable. Maintenant, là où je rejoins le rapport du Conseil économique et social, c'est que effectivement, c'est maintenant qu'on arrive vraiment à pouvoir prendre en charge le facteur humain au centre. Parce que, bien sûr, après tout ça, je vous ai dit, mais la pauvreté absolue a diminué, a beaucoup diminué, mais la vulnérabilité est toujours là. Parce que les pauvres sont montés en classe vers la classe vulnérable. Mais ils peuvent à tout moment ne pas être résilients vis-à-vis d'une sécheresse ou d'un phénomène naturel ou économique ou tout ce qu'on veut et redescendre vers là. Donc, 80% des pauvres sont toujours dans le milieu rural. Et vous avez également des analphabètes beaucoup plus dans le monde rural, 56%. Et bien sûr, il y a une faible couverture médicale, il n'y a que 32%. Et c'est un peu grâce au RAMED que ça commence à s'améliorer. Ça aussi, c'est un programme qui vise les humains. Donc, bien sûr, en gros, il est temps de changer d'approche pour pouvoir effectivement mettre l'homme rural au milieu, au noyau de tout développement. Parce que c'est ça le développement, c'est de toucher l'homme. L'infrastructure n'est qu'un moyen la finalité, obligatoire. C'est le bien-être. Exactement, c'est le bien-être. C'est-à-dire l'infrastructure est nécessaire mais pas suffisante. Donc il faut maintenant s'occuper de la dignité et du bien-être des personnes. Justement, dans cette dynamique, le secteur agricole vient au cœur de ce développement du monde rural et c'est un des leviers du développement économique et social du Maroc. Quelles sont un petit peu les priorités dans ce sens pour pouvoir transformer les potentialités qu'on a en opportunités de développement, justement? Bon, d'abord, je dois dire que, comme je vous l'ai déjà au préalable indiqué, c'est le plan Maroc vert a chamboulé le monde rural. Donc il y a eu beaucoup de création d'emplois, il y a eu une prise de conscience d'une agriculture moderne, développée, et il y a eu une prise de conscience écologique parce que le plan Maroc vert, c'est surtout un appui à l'économie de l'eau. Donc on a transformé beaucoup d'irrigation gravitaire qui gaspille l'eau en irrigation ponctuelle, en goutte à goutte. C'est beaucoup d'économies réelles. C'est beaucoup d'économies, c'est des barrages d'économie, plusieurs barrages par an d'économie grâce à cette nouvelle technique. Et bien ces nouvelles techniques ont changé aussi l'approche, la manière de faire l'agriculture. C'est pour ça que maintenant, également, on a des défis dans l'agriculture. Les défis dans l'agriculture, c'est comme dans la presse, vous glissez vers le numérique, là, ça perturbe un peu, et vous devrez chercher d'autres profils et d'autres... c'est ça l'agriculture. Il y a une phase aussi. De transformation. Voilà, on n'est plus dans la pénibilité, dans l'ouvrier agricole toute la journée qui pioche, on est dans des systèmes informatisés. Bon, bien sûr, il y a des décalages, des variations, etc. Mais déjà, même le petit agriculteur, maintenant, il est plus conscient de la commercialisation de ses produits. Alors qu'avant, c'était vivrier. Il fait de l'agriculture, mais c'est pour consommer. En gros, s'il y a un petit plus, maintenant, non. Il a une manière de voir. Donc, ceci implique... Qu'est-ce qu'il implique? Il implique que nous devrions changer notre façon de préparer la personne rurale ou la personne qui travaille dans l'agriculture. Il faut vraiment glisser vers des métiers beaucoup plus élaborés, beaucoup plus techniques pour accompagner cette agriculture. Et donc comme opportunité, déjà, on peut former, et Sa Majesté a mis en place ces cités de métiers qui vont être un peu partout dans les différentes régions du Maroc pour justement adapter tout ça à la transformation économique, que ce soit touristique ou agricole ou Sanat Khlidia ou que sais-je, plusieurs métiers. On prépare ces gens. Alors autre chose, comme je vous ai dit aussi, vous m'avez dit les opportunités, parmi les opportunités, c'est qu'on a maintenant le plan Maroc vert a permis
une production, il a beaucoup augmenté la rentabilité de l'agriculture, c'est-à-dire on faisait par exemple 10, 11, 12 quintaux à l'hectare, on fait maintenant 22 en moyenne, ce qui n'est pas rien. On a développé les légumes, les fruits, donc on a maintenant une grande production dans tous ces produits. Maintenant ces produits-là, vous avez vu cette année, il y a eu des difficultés de commercialisation. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il faudrait s'occuper de ce problème, c'est-à-dire de la transformation, valorisation des produits. Et ça, c'est une opportunité en économie, en chiffre d'affaires, mais également en création de nouveaux métiers compétents et à un niveau. Et promouvoir la marque Maroc aussi. Voilà. Bien sûr, le Maroc est craint sur le plan international en concurrence, mais bien sûr, il va falloir, parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché, il va falloir aussi s'occuper du marché intérieur. Et comme je vous ai dit, donc il y a la valorisation et il y a aussi beaucoup d'opportunités dans la commercialisation. Oui. Organisée de telle manière à ce que on écoule bien nos produits dans le marché intérieur, mais également à l'extérieur. Et ça, bien sûr, je présume que ce sera le cœur de la troisième phase du plan marocain. Justement, restant sur le volet de l'emploi, et les chiffres le disent, les activités agricoles constituent une réserve d'emploi pour plus de 40% de la population active. Marocaine, oui. 80% alors, dans le monde rural. Juste dans le monde rural. Juste dans le monde rural. Mais au chiffre global, c'est 40%. 40%, oui. Alors justement, et c'est d'ailleurs la thématique de cette 14e édition, est-ce qu'il y a un écosystème qui est déjà mis en place? Quels sont les acteurs qui vont intervenir justement pour arriver à faire de l'emploi un levier de développement rural? Bon, l'emploi dans le milieu rural, comme je vous ai dit déjà, l'agriculture est un moteur dans ce domaine. Donc si on prend que l'agriculture, je vous ai déjà expliqué qu'il y a une métamorphose de la manière de produire et de la manière... donc il y a une prise de conscience, aussi bien dans l'élevage. Bon, on est arrivé déjà à 100% en ce qui concerne presque 100% le lait, la viande, etc., 50% le sucre. On a beaucoup de production, mais comme vous dites, dans l'agriculture, on peut encore créer d'autres emplois, mais on peut aussi perdre des emplois. Parce que quand on fait la mécanisation et l'automatisation, oui, bien sûr, on perd les emplois qui sont peu valorisants et peu valorisés. Et en contrepartie, on crée d'autres emplois plus techniques, plus élevés. Donc ça, c'est des opportunités, mais il faut faire attention parce qu'il faut redéployer, former les gens qu'on perd aussi. Il ne faut pas qu'on les perde définitivement parce que c'est des vases communicants, ils vont aller nulle part. Et par conséquent, il faudrait un redéploiement, une formation, etc. Ça dans l'agriculture. Mais dans le monde rural, il n'y a pas que l'agriculture. Il y a les services, c'est très important. L'agriculture crée aussi des opportunités dans les services et le conseil. Vous savez que pour le conseil, il y a énormément les ingénieurs, les techniciens, les tailleurs d'arbres, que sais-je, tous ces services-là, ou bien les sociétés. On n'a pas beaucoup de sociétés de travaux, par exemple, comme ça existe ailleurs, où les gens vont venir vous acheter un travail. Au lieu d'avoir votre propre tracteur, il y a une société qui vient vous faire le tracteur, qui vient vous... Donc le labour, le semis, la récolte, etc. Et également, dans les services et dans les conseils, l'agriculture peut créer. Mais aussi, il y a les 20% qui restent dans le monde rural, qui ne sont pas occupés par l'agriculture. Le monde rural ne vit pas que de l'agriculture. Bon, il y a énormément d'autres activités. L'écotourisme, qui certainement est dans la stratégie du tourisme, mais il mérite qu'on s'y attache un peu plus. L'artisanat est aussi un vivier important. Il suffit bien sûr d'organiser tout ce monde-là
créer de l'artisanat ou des coopératives féminines, de l'économie sociale, etc. C'est tout un écosystème. Tout un écosystème qui permet, mais c'est un encadrement. Vous ne pouvez pas faire toutes les coopératives qui font du couscous et après le garder à la maison, le faire manger aux voisins. Donc il faudrait un circuit. Bon, il y a des efforts, il y a beaucoup d'efforts. Le département de l'agriculture, quand il y a des salons agricoles à travers l'Europe, les premiers et ceux qui sont mobilisés pour aller présenter leurs produits, c'est justement l'économie sociale dans le monde agricole. Et je pense que tout ça, c'est des opportunités importantes. Il faut rien, c'est des niches. Vous savez, on n'a pas disons, une locomotive qui va comme ça. C'est un milieu un peu précaire. Et donc, toutes les opportunités sont à prendre en considération. Toutes les niches, tout ça, il faudrait agir à tous les niveaux pour pouvoir grouper tout ce monde-là, écosystème comme vous dites, pour que tout le monde soit au même niveau. Justement, qui sont un petit peu les acteurs que vous associez à cet écosystème? Les acteurs. Ben, les acteurs, c'est d'abord les professionnels en agriculture. C'est indispensable, on ne pouvait rien faire. Et d'ailleurs, le plan Maroc Vert a commencé par organiser les professions sous forme de fédérations interprofessionnelles, par exemple agrumes, par exemple lait, par exemple viande rouge, par exemple viande blanche, par exemple. Et ces fédérations, c'est très important parce qu'au lieu de faire seulement une organisation d'associations de producteurs, on fait dans la même association, qui est une fédération, il y a les associations de producteurs, les associations de transformateurs, de distributeurs. Donc, ce qui fait que tout ce monde-là se parle. Et ils se parlent, donc comment ils doivent organiser le circuit physique d'un produit pour aller dans le commerce. Et il y a un feedback au cas où il y a un problème. Bon, on revient au producteur, on lui dit, attends, il y a des pesticides, trop de pesticides par exemple, la qualité n'est pas bonne, etc. Et lui aussi, le producteur, il va dire, attends, moi ça me coûte tant et toi tu ne me donnes que tant. Et donc il y a un débat. Et aussi, une fois qu'ils ont réglé ces problèmes internes, ils s'adressent aussi à l'État. Il y a une remontée d'informations à l'État. Ils disent, voilà, nous avons besoin. Par exemple, nous avons des difficultés de commercialisation, il faut nous aider sur tel marché, le marché russe, marché, je sais pas, chinois, etc. Ou bien il nous faut des formations dans tel domaine, ou bien il nous faut ceci, cela. Donc ils sont un interlocuteur incontournable. Bien ça, je vous parle de l'agriculture à l'intérieur. Et bien sûr, tous les départements également, en dehors de l'agriculture, doivent justement concourir à faire avancer ce chantier-là. Et la seule, moi je pense à mon avis, cette régionalisation avancée est la plateforme adéquate pour régler ces problèmes. Parce que maintenant c'est sectoriel. Bon, l'agriculture elle est toute seule, le tourisme est tout seul, etc. Que sais-je. Pourquoi? Parce que c'est de Rabat que les informations arrivent. Mais par contre, si au niveau régional, l'instance dirigeante de la région met les choses les unes à côté des autres, bon, on fera des projets intégrés et une convergence beaucoup plus efficace. Et orienté selon les besoins de la région. Et selon justement les attentes de la région vis-à-vis du marché, vis-à-vis d'autres facteurs. Monsieur Ouli, 2019 sera l'année de la mise en œuvre effective du chantier royal de la mobilisation de 5 millions d'hectares de terres agricoles collectives. C'est un vrai coup de pouce pour l'emploi dans le monde rural? Bien sûr. Bon, vous savez, donc, historiquement, il y a eu des terres privées, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Le foncier, c'est des micro-propriétés de moins de 5 hectares en général. Ça pose aussi un problème parce qu'il faut une réforme foncière et des agrégations aussi pour pouvoir être plus efficace. Bon, ça, c'est les terres privées. Et il y avait des terres de l'État qui étaient sous le nom de Sodea, Sogeta, etc. Et il y a disons, le foncier forestier qui est intouchable un peu pour l'instant. Et il y a les terres collectives qui sont aussi très importantes. Il y a 15 millions d'hectares de terres collectives, 9 millions de terres forestières. Et donc, mais toutes les terres
de Sodea Sogeta, ils ont été l'objet d'un partenariat avec des investisseurs marocains et parfois étrangers. Et c'est ça qui a aussi, dans le plan Maroc vert, à transformer l'agriculture. C'est-à-dire cette nouvelle donne d'investisseurs, pour la première fois très importants, qui se sont mis dans le monde rural, ont permis de faire évoluer. Je vous parle tout à l'heure de, bien sûr, plus la superficie est grande, plus les moyens sont plus importants et on produit plus, etc. Ouais. Donc, les terres Sogeta déjà sont épuisées. Ils ont été prises par des investisseurs. Ils sont en train d'y travailler et l'État ne fait que contrôler est-ce qu'ils sont conformes au cahier de charge ou pas, est-ce qu'ils ont fait les investissements nécessaires, est-ce qu'ils ont créé les emplois, etc. etc. Donc il y a l'agence de développement agricole suit Maintenant, les seuls capital foncier qui existent, comme je vous ai dit, c'est les forêts. Donc les forêts, c'est écologique. On peut trouver aussi quelques moyens d'investir là-dedans et d'intensifier un peu la production forestière. Ça, on est en train de travailler sur une stratégie dans ce sens. Mais pour ce qui est, comme a dit Sa Majesté, et là où il y a les 15 millions d'hectares de terres collectives, où il y a des ayants droit, en fait, ça appartient à des gens. Oui. Et Sa Majesté a suggéré qu'on prélève une partie et qu'on l'approprie aux ayants droit, bien sûr, pas à des étrangers, parce que c'est comme si je vous enlève quelque chose à vous, je le donne à... Mais par contre, parce que vous êtes en collectivité sur cette terre. Si je détache et je vous le donne en privé, bien sûr avec un titre foncier, etc., là, vous allez investir plus responsable. Plus responsable. Et puis vous allez mettre de l'argent dedans. Vous allez investir, bien sûr, à travers les banques ou à travers des systèmes qui restent à définir. Et là, vous allez fixer des jeunes, surtout pour les jeunes qui vont prendre cette terre et qui vont y investir, ils vont être organisés, ils vont être suivis par l'agriculture, et ils vont, bien par le département de l'agriculture, et ils vont aboutir à des résultats beaucoup plus tangibles. Et ben c'est ce qu'on attend. Mais bien sûr, en plus, il faut les former et tout. Oui. Tout ça va en concomitance. Former, agir, etc. Justement, on arrive au volet formation et bien sûr les nouvelles technologies, la digitalisation, comme vous avez dit, qui sont en train de chambouler le secteur et ça a un impact sur toute la chaîne de valeur agricole. Est-ce que justement, au niveau de la nouvelle réforme de la formation professionnelle, il y a eu une synergie, sa mise en place, sa mise en œuvre Oui, Sa Majesté était conscient que la formation est la pierre angulaire de tout développement. C'est les ressources humaines. Oui. Vous faites n'importe quelle entreprise, vous n'avez pas de ressources humaines, c'est voué à l'échec, même si vous mettez ce que vous voulez mettre. Donc, et Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a fait le constat suivant. D'abord, la formation professionnelle traditionnelle qui existe forme par exemple 100 personnes, il n'y a que 63 des 63% qui trouvent du travail. Les autres ont des formations qui ne servent à rien en quelque sorte. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit tout à fait... et vous faites indéfiniment de l'informatique ou la bureautique alors que le secrétaire, vous faites des formations de secrétariat alors que le métier secrétaire a disparu. Oui, qu'il y a des opportunités ailleurs. Donc finalement, il n'y a pas eu, un arrêt pour voir. Donc Sa Majesté et c'est pour ça qu'il a insisté, il a reçu la première copie du gouvernement, la deuxième copie, la troisième, pour être sûr que c'est un chantier Et donc bien sûr, c'est un chantier qui va maintenant être mis en œuvre et bien sûr avec de nouvelles méthodes, de nouvelles orientations, de nouvelles techniques, y compris quand vous le dites, il faut s'adapter. Vous allez dans les voitures, avec la technologie voiture, vous allez dans l'agriculture avec la technologie
actuels et futurs dans l'agriculture. Anticiper aussi Anticiper, exactement, pour former des gens capables de... Et puis être à même de voir les évolutions et les révolutions qui existent dans tous ces métiers-là pour pouvoir, bien sûr, accompagner tout développement. Vous ne pouvez y compris l'agriculture. L'agriculture est aussi un domaine qui est de plus en plus moderne et qui a besoin de digitalisation. Ça existe déjà des fermes qui sont gérées automatiquement. Entièrement. Ouais. Aussi bien l'irrigation que... il y a des capteurs qui vous permettent d'envoyer aux centrales. Et nous avons des compétences marocaines sur ce... Bien sûr, les Marocains sont très forts là-dedans. Ils sont très forts. Donc ils s'adaptent tout de suite. Mais il faut bien sûr les former, parce qu'il y a beaucoup d'intelligents, mais il y a aussi une masse qui ont besoin d'abord d'être formés sur le métier qu'on leur propose. C'est clair. Alors, Monsieur Ouhali, sur ces notes positives, je vous laisse le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, notre pays, sous la direction de Sa Majesté, est un pays paisible, est un pays ouvert, est un pays stable, est un pays d'opportunités. J'espère que tous les Marocains soient conscients de ces atouts que nous avons. Il n'y a qu'à voir, il y a 22 ministres africains qui sont là pour pouvoir profiter de l'expérience marocaine. Et bien sûr, il faut qu'on se mette tous au travail. Il y a tellement de possibilités dans tous les domaines que vraiment juste, il faut qu'on travaille tous. C'est un appel de Monsieur Ouhali. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre accueil. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.